Quelle est l'efficacité réelle des compléments alimentaires? That's the question of the day. Ne vous moquez pas de mon anglais, je sais que vous faites pas mieux. Que ce soit pour améliorer ses performances sportives ou alors améliorer sa santé de manière générale, les compléments alimentaires vous ont bouffé, mais alors, au point où l'année dernière, le chiffre d'affaires s'élevait à des centaines de milliards de dollars. Viennent en tête les vitamines et minéraux, suivis ensuite des protéines adulées par les sportifs, alors là, surtout ceux qui font de la muscu. Ensuite vient tout ce qui est compléments alimentaires pour la minceur, pour le bien-être, pour l'amélioration du sommeil, bref, tout le reste. Pourquoi je dis vous? C'est parce que les compléments alimentaires, j'en prends jamais. Je pense avoir pris 1 ou 2 fois dans ma vie, c'est tout. Même les médicaments, je ne prends que lorsque c'est vraiment nécessaire. Vous allez me dire, oui, venant de la part d'un pharmacien, pourquoi tu dis ça? C'est pas parce que j'y crois pas aux médicaments, non. Parce que par définition, un médicament, c'est une substance dangereuse. Par conséquent, le paracétamol, l'aspirine, c'est pas des bonbons. Donc, vous devriez faire comme moi, limiter votre prise de médicaments. Nous aurons l'occasion de revenir sur les médicaments. Mais aujourd'hui, concentrons-nous sur les compléments alimentaires et leur efficacité supposée. Mon argumentaire va s'étaler sous 3 angles. Le premier qui est l'absorption intestinale, le deuxième angle qui est la biodisponibilité dans le système systémique ou dans le sang, et le troisième angle qui est l'action métabolique. Si ces 3 paramètres ne sont pas respectés, c'est difficile de parler d'efficacité quand même. Commençons par l'absorption intestinale. Lorsqu'on consomme un complément alimentaire, et ceci s'applique aussi aux aliments et aux médicaments par voie orale, il faut qu'il arrive sur son site d'absorption intestinale. Et la majorité des actifs contenus dans les compléments alimentaires sont absorbés au niveau de l'intestin grêle. Ce qui sous-entend que le complément alimentaire, lorsqu'on le prend, il doit passer le système enzymatique buccal, arriver dans l'œsophage, descendre au niveau de l'estomac, qui est un endroit très très hostile à plein de principes actifs, avant d'arriver dans l'intestin grêle ou dans des sites, on va dire, d'absorption spécifiques. Bien que l'estomac, pour certains principes actifs, peut être très hostile, ou voire même quasiment annuler l'absorption de certains compléments alimentaires, je parle ici des probiotiques, qui sont faits des organismes vivants qui ne supportent pas l'acidité gastrique. Ce même estomac peut aussi être très indispensable pour d'autres compléments alimentaires pour favoriser leur absorption. Je prends l'exemple ici des protéines alimentaires prises sous forme de whey qui en fait ont besoin de cette acidité et de ces enzymes au niveau de l'estomac pour fragmenter la protéine en acides aminés pour faciliter ainsi son absorption une fois passé dans l'intestin grêle. Les propriétés physico-chimiques des compléments alimentaires doivent donc obliger les fabricants à établir des formules galéniques permettant aux principes actifs de ces compléments alimentaires d'arriver sur leur site d'absorption au niveau de l'intestin. Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments et les compléments alimentaires ne sont pas régis par la même réglementation. Les médicaments sont hyper réglementés. Il faut tout prouver. Ce qui n'est pas le cas des compléments alimentaires. Je peux me lever demain, je crée ma petite entreprise qui fabrique des gélules de vitamine C et je les soumets à des agences de répression de fraude qui vont analyser rapidement et qui vont me dire « Ok, vas-y ». Mais par contre, je n'ai aucun besoin de prouver quoi que ce soit. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et je vous dis ça pourquoi? Parce qu'en fait, le fait qu'ils ne soient pas obligés de prouver quoi que ce soit, personne ne sait si vraiment ça fonctionne. Une fois sur le site d'action, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent. Il faut déjà commencer par le fait que lorsqu'on veut ingérer par exemple du fer, du magnésium ou tout ce qu'on veut, surtout principalement des minéraux, lorsqu'on veut les ingérer, c'est pas du fer brut qu'on te le donne. On te le donne sous forme chimique particulière. Et des formes chimiques du fer, il y en a plein. Il y a du fumarate de fer, il y a de l'oxyde de fer peut-être, du fumarate de fer, il y a du sulfate de fer, le magnésium, il y a l'oxyde de magnésium, il y a le sulfate de magnésium, il y a le citrate de magnésium, il y a plein de formes chimiques de ces produits-là qui, une fois arrivés, ne vont pas se comporter de la même façon parce qu'ils n'ont pas les mêmes propriétés. L'oxyde de magnésium, par exemple, est très peu absorbé par l'intestin.
il vaut mieux partir sur du citrate de magnésium, par exemple, qui a une très très bonne absorption. Et il faut aussi savoir que ce n'est pas parce que vous consommez 500 mg de magnésium que les 500 mg vont passer entièrement dans le sang. Non, comme les médicaments, comme la bouffe d'ailleurs, la quantité que vous mangez, ce n'est pas la quantité disponible. Il y a une partie qui est automatiquement rejetée. À la seule différence que les médicaments, cette perte est évaluée. Une fois que vous avez ces formules-là qui n'ont pas les mêmes propriétés, qui sont absorbées de manière différente au niveau de leur site d'absorption, ils peuvent aussi, entre différents compléments alimentaires, être en compétition. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'intestin, l'absorption au niveau de l'intestin se fait de différentes façons. De manière passive, via les canaux, de manière active, en utilisant de l'énergie, ou pas phagocytose, on va dire ça comme ça. Si pour, par exemple, le fer et le calcium, par exemple, ils ont le même site d'action intestinale, le même site d'absorption intestinale, donc ils vont rentrer en compétition. Et s'ils rentrent en compétition, c'est le plus fort qui passe. Bon, donc l'un peut influencer l'absorption de l'autre. Les acides aminés, par exemple, c'est un peu le même souci. Si vous prenez des acides aminés, ou bien des protéines, bon bref, on va partir sur ces acides aminés. Admettons, vous avez des acides aminés qui aussi ont les mêmes points, on va dire les mêmes sites d'absorption intestinale. Si un acide aminé est en abondance par rapport à d'autres, il peut influencer l'absorption de l'autre. Parce que l'autre est en abondance. Ça aussi, ça compte. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu pour favoriser ou pas l'absorption intestinale des compléments alimentaires. Et ce n'est pas que des compléments alimentaires, les aliments c'est pareil, les médicaments c'est pareil. La seule différence entre les médicaments et les compléments alimentaires, c'est que l'un fait partir du développement. Dans les médicaments, c'est prouvé, c'est développé. Tu dois évaluer tout ça. Dans les compléments alimentaires, rien ne t'oblige. Il n'y a même pas d'intérêt parce que ça coûte cher. Ah, j'oublie un petit détail. Il n'y a pas que des interactions entre compléments alimentaires qui influencent l'absorption. Il y a aussi des interactions avec les médicaments. Les minéraux, par exemple, entrent en interaction avec certaines classes d'antibiotiques et ça réduit aussi bien l'absorption de l'un que de l'autre. Admettons qu'une partie du principe actif du complément alimentaire est traversée la paroi intestinale, elle arrive directement dans le foie via la veine porte. Ce principe actif sera donc soumis aux enzymes hépatiques, principalement les cytochrome P450. Merde. Très important dans le métabolisme d'énormément de substances. Cette enzyme a principalement pour but de dénaturer des substances et de les éliminer. Cette réaction diminue encore la biodisponibilité de bon nombre de substances. Et ça s'appelle l'effet de premier passage hépatique. Et il y a énormément de compléments alimentaires qui subissent cet effet de premier passage hépatique, principalement des compléments alimentaires d'origine organique. On va dire la vitamine D, la vitamine B12, la vitamine K, des probiotiques. Ce qui n'est pas le cas, forcément, qui n'est pas le cas même, je pense, de tout ce qui est compléments alimentaires à base de minéraux, calcium, magnésium, qui, eux, ne subissent pas cet effet de premier passage hépatique, même s'ils passent par le foie quand même. Ce premier passage hépatique peut faire perdre à une molécule une bonne partie de sa fonctionnalité. Si 50% d'un principe actif arrive dans le foie, il peut être encore réduit de 10 à 15%, voire même et bien plus selon les substances, en fonction de son affinité avec ce fameux cytochrome P450. Ça y est, je l'ai dit cette fois-ci. Tout comme l'absorption, ce n'est pas dramatique, c'est évalué. Dans le cas des médicaments, dans le cas des compléments alimentaires, je ne sais pas. Après, il est possible d'éviter cet effet de premier passage hépatique via d'autres voies d'administration. Comme voie d'administration, il y a la voie sublinguale, c'est-à-dire en dessous de la langue. Il y a d'autres voies percutanées, intramusculaires, sous-cutanées ou intraveineuses, la voie anale, la voie auriculaire, la voie oculaire. Et la voie anale, j'en ai jamais vu de complément alimentaire qui s'administre de cette façon-là. Ce qui me paraît un peu logique, sinon, d'un point de vue marketing, c'est quasiment un complément alimentaire mort-né. Les autres voies, c'est
absolument pas rentable pour un fabricant de compléments alimentaires de s'y intéresser parce que ça coûte extrêmement cher de les produire. Donc c'est que logique qu'il se concentre uniquement sur la voie orale qui est la voie finalement la plus simple. Et une fois du coup que le principe actif des compléments alimentaires arrive sur le site d'action, il faut bien qu'il agisse pour avoir ses supposés bienfaits. Et pour que ça puisse agir, il y a quelques conditions à respecter. Premièrement, il faut qu'elle ne soit pas, le principe actif, ne soit pas en compétition avec d'autres molécules comme des médicaments ou d'autres compléments alimentaires qu'on a pris en même temps. Parce que si il y a des compétitions dans l'absorption intestinale, il y a aussi des compétitions au niveau du site d'action. Il faudrait en plus que l'organisme ait besoin de ce que vous lui apportez. Si vous prenez des compléments alimentaires de magnésium, de calcium, de vitamine D et que via l'intermédiaire de votre alimentation, vous avez déjà suffisamment d'apport en ces minéraux-là ou en ces vitamines-là, le complément alimentaire, le corps humain ne va pas s'en servir, il ne va pas non plus les stocker pour les utiliser à un quelconque date. Il n'y a pas de stock de vitamines quelque part. Il n'en a pas besoin, il s'en débarrasse. Il en est de même pour les protéines prises par les sportifs sous forme de whey dans le cadre d'une construction musculaire. Si vous en apportez trop, par votre alimentation, par des shakers de protéines, le corps humain ne va pas s'en servir s'il considère que vous lui en avez apporté trop. Et le surplus ne va pas vous construire plus de muscles. Il va rapidement se débarrasser de toute cette protéine le plus vite possible. Donc, il faudrait que certaines conditions aussi soient réunies pour que les compléments alimentaires puissent avoir leurs bénéfices apportés. Je tiens cependant à préciser que les compléments alimentaires ne nécessitent pas d'études cliniques. Donc, un fabricant de compléments alimentaires ne peut pas affirmer, par exemple, que le magnésium permet de guérir de la dépression. Par contre, il a le droit de dire que le magnésium aide à la réduction de la fatigue et du stress. Ce qui ne veut pas dire que c'est vrai. En fait, c'est certes basé sur des études scientifiques, mais ce n'est pas parce que ce sont des études scientifiques qui disent que le magnésium réduit le stress que le magnésium que vous prenez va réduire votre stress. Je prends un exemple. J'ai travaillé durant ma thèse de pharmacie sur les propriétés antioxydantes d'une plante, des feuilles d'une plante proche du quinquelibre. On va dire que c'est du quinquelibre. J'ai démontré in vitro, dans mes tubes de laboratoire, que tous les extraits éthanoliques, alcooliques, aqueux de cet extrait de feuilles de cette plante a des propriétés antioxydantes et même très fortes. Je ne peux pas dire que cette plante permet de réduire le stress, par exemple. Ça, je n'ai pas le droit parce que je ne l'ai pas testé. Si d'autres personnes travaillent sur cette même plante et qu'il y a énormément d'études qui concordent avec ce que j'ai pu faire, un comité scientifique peut s'asseoir pour dire, ok, on peut dire que les feuilles de cette plante-là, prises de telle façon, permettent de réduire le stress. Aide à réduire le stress. Mais ça ne veut pas dire qu'on l'a vraiment testé pour savoir si le stress est vraiment réduit suite à la prise de cette plante. Il y a une grosse différence entre les deux. Et si vous voulez prouver des bienfaits d'un complément alimentaire, vous êtes obligé de passer par des études cliniques. Et qui dit études cliniques dit money, ça coûte extrêmement cher et c'est le cas pour tout médicament qui arrive sur le marché. Donc, il n'y a aucun intérêt pour un fabricant de compléments alimentaires de se lancer dans des études cliniques. Par contre, il y a des entreprises pharmaceutiques qui développent au sein de leur portefeuille produit des compléments alimentaires qui ont subi, on va dire, des études cliniques et qui, du coup, ces fabricants-là déposent une autorisation de mise sur le marché en prouvant tout ce qu'on a vu dès le départ, que ça marche, que ça réduit, et en faisant une étude clinique en double aveu pour s'assurer des bénéfices réels de son complément alimentaire. Les femmes qui prennent par exemple du tardiféron lors de la grossesse pour pallier à de potentiels manques de fer, je ne sais pas qui fabrique le tardiféron d'ailleurs. J'ai un doute, mais du coup, c'est un médicament, même si c'est du fer et de la vitamine B9, il me semble.
ça peut se vendre comme un complément alimentaire, sauf que le fabricant a pris la peine d'aller faire des études chez les femmes enceintes en double aveugle pour s'assurer que ça apporte quelque chose en plus, et il a prouvé que ça apportait quelque chose en plus. Et donc, il ne va pas se placer sur le marché des compléments alimentaires, mais il va se placer sur le marché des médicaments tardiférents, bien que ce soit du fer et de la vitamine B9, c'est sous prescription médicale. Pas que, mais principalement prescrit par les médecins. Donc la cible marketing, dans ces cas-là, n'est pas la même qu'un fabricant qui fabriquerait le même fer, la même vitamine B9, mais sans avoir le statut de médicament. Je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte, pas du tout. Pour conclure sur cette première partie de vidéo, ce qu'il faut retenir, c'est que des compléments alimentaires peuvent avoir un intérêt si vous présentez une réelle carence. Et pour le savoir, il faut faire un dosage sanguin. Exemple, si vous manquez peut-être de calcium, de vitamine D, de magnésium ou que sais-je, il est possible de voir un médecin pour qu'il vous prescrive un ionogramme sanguin qui permet de doser tous ces éléments-là. Le médecin vous prescrira un complément alimentaire qui sera adapté. Dans une prochaine vidéo, je vais plutôt présenter les dangers des compléments alimentaires. Parce que oui, les gens qui pensent que prendre des compléments alimentaires c'est anodin, vous avez tout faux. C'est tout sauf anodin. Mais pour l'instant, je m'arrête là et nous parlerons des dangers dans la prochaine vidéo qui sortira, je ne sais pas quand, mais bientôt. Sur ce, je vous dis bon week-end et on se dit à la prochaine. Ciao.